Bonjour et bienvenue au Satis. Là, c'est la première conférence ici dans cette salle. On va parler de l'enjeu et des tendances de la transition vers la vidéo sur IP, qui est quand même aujourd'hui un facteur indispensable. Quand on regarde, je crois, l'ensemble des constructeurs, du moins que je connaisse, ils ont tous la RJ45 branchée, enfin ils sont tous branchés sur l'IP. Et je pense qu'il est indispensable que tout le monde y soit, mais ça pose beaucoup de questions évidemment. Alors j'ai le plaisir d'avoir invité Christophe Almeras de Panasonic. Bonjour. Monsieur le plus coloré, si je puis dire. Oui, c'est ma nouvelle chemise. À côté de lui, au fond, il y a Samir Bagui qui est consultant. Bonjour. Qui est spécialisé sur les transitions et la décarbonation. Kongtan Nguyen, excusez-moi si je prononce mal. Kongtan Nguyen. De Rose Vidéo. À côté de lui, Jean-Luc Liotto de Harmonic. Et puis enfin à côté de moi, Ghislain Colette de iVision, qui sont aussi spécialisés sur certains protocoles IP, je crois. Et puis la remote production notamment. Et donc on va parler avec eux autour de cette transition. Alors dans cette transition il y a aussi la décarbonation. Alors j'étais moi-même très surpris, j'ai fait un article pour MediaQuest il n'y a pas longtemps qui était sur la décarbonation et tout le monde m'a indiqué, je schématise un petit peu, la vidéo sur IP, c'est par là que passera quelque part aussi cette transition de la décarbonation. C'est pas le sujet principal évidemment, mais il faudra en tenir compte et je pense que Samir va en parler d'une façon plus précise. Alors, quelles sont selon vous les principales raisons pour passer à cette transition et s'il n'est pas encore fait, comment l'accélérer? Samir peut-être? T'attaques? Les principaux. J'ai la mutualisation des coûts et optimisation donc, du coup de son infra avec les équipes. Les équipes, qu'elles soient DSI ou audiovisuelles. Donc du coup, c'est optimiser tout ça. Donc du coup, une réduction des coûts sur le long terme et avoir une vision plus large sur la conception du bâtiment et de son avenir et comment il va évoluer quand on passe de 10 salles à 200 salles. C'est grosse config. Ouais. Alors, Christophe, peut-être? Oui. De Panasonic. Alors, il y a évidemment toutes les raisons techniques, workflow et autres qui sont extrêmement importantes. Et je pense qu'on va pas mal en parler. Mais j'aimerais juste, me mettre un tout petit peu de côté et parler de personnes. C'est-à-dire que, en gros, je fais de temps en temps des petites présentations autour de l'IP, de tout ça. Et ce que je dis à chaque fois, c'est, à moins que vous partiez à la retraite d'ici 2-3 ans, soit vous vous mettez à l'IP, soit vous changez de boulot, en gros. Si vous voulez survivre dans l'audiovisuel, en tant que personne, on va se mettre à l'IP. Un point, c'est tout. Le marché y va. Et donc, en tant que personne, il n'y a pas le choix. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, il n'y a pas le choix. Bon, après, il y a de bonnes raisons aussi. Mais c'est juste pour avoir cette petite vue un petit peu, en tant que personne, pourquoi, de toute façon, il faut y aller. Et puis tous les industriels nous y poussent. Alors après, je mets ma casquette d'industriel Panasonic et effectivement, on va expliquer, je pense qu'on va en parler pas mal, pourquoi c'est intéressant, entre autres au niveau des workflows, qu'est-ce que ça permet au niveau des workflows. Alors c'est vrai que la décarbonation, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est extrêmement important aussi et ça permet quand même d'avoir effectivement des workflows qui sont extrêmement novateurs pour certains. Moi je dirais simplicité, malgré que le SDI et le monde, on va dire de la BNC étaient très connus, quand les interfaçages sont bien faits, en IP c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Bah oui. Je laisse tomber le micro. Moi, je vais rejoindre un peu Christophe Almeras. Quand on parle de l'IP, il faut voir aussi au niveau organisationnel. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde les broadcasters, traditionnellement, ils travaillent
avec une équipe broadcast et une équipe IT qui est très séparée. Et en fait, quand on va aller dans le domaine IP, ça permet aussi à ces acteurs de mutualiser les équipes, parce que finalement, en fait, ce que cherchent aujourd'hui les broadcasters, notamment, c'est mutualiser les coûts et optimiser les coûts opérationnels. Et aujourd'hui, en fait, la technologie est un plus, mais là où en fait on fait la majeure partie des optimisations opérationnelles, c'est au niveau du personnel, et mutualiser les équipes est aussi un facteur de réussite. De stress. Et de stress également, effectivement. Au début, Je dirais efficacité. Efficacité pour rebondir un peu sur des trucs qui ont été mentionnés un peu par mes copanélistes ici. Avec la mutualisation, oui, mais c'est aussi l'accès à distance, être capable qui dit IP dit souvent dématérialisation également, virtualisation. Et puis, ça l'ouvre des portes, une efficacité d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue gestion d'infrastructure, mais également une efficacité qui est peut-être celle-ci un peu plus à devenir, mais créer une efficacité aussi au niveau de la production, au niveau de la créativité, faire des trucs qui ne pouvaient pas se faire autrement sinon. Et puis, donc, pour moi, je dirais efficacité peut-être l'aura qui englobe un peu la transition vers les IP. Alors, il y a une question. Comment y arrive-t-on? Alors, il y a une partie architecture que je crois très importante dès le départ. Avant, on était tous sur du SDI, sur du HDMI pour le grand public, et puis sur diverses solutions. Mais comment passer toute cette architecture-là, surtout dans les grosses chaînes, comment passer tout ça en RJ45, en fibre, en IP? Peut-être Samir, tu peux me faire un tout petit point là-dessus. Je te tends un petit peu la perche, si je puis dire. Sans passer sur le système universitaire. Non, déjà aujourd'hui, on n'est plus cloisonné chacun dans son métier, quoi. L'audiovisuel d'un côté, l'IT de l'autre, l'immobilier de l'autre. Donc aujourd'hui, il faut vraiment réunir ces trois compétences ensemble dans un même projet. Et c'est aussi que l'audiovisuel se forme à l'IT à l'audiovisuel, mais aussi comprendre les contraintes et les besoins de l'immobilier. Mais inversement, l'immobilier doit apprendre comment fonctionne l'IT et l'audiovisuel. Donc dans les contraintes techniques, dans la rapidité, dans le refroidissement des équipements. On a pu le voir, certaines chaînes ont eu un petit problème cet été. Donc c'est un bon cas d'usage, mais c'est plein de circonstances qui ont fait que c'est tombé en panne. C'est pas... Voilà, donc il y a ça, c'est l'équipe et le projet. C'est pas chacun va dans son coin, on y va ensemble, on voit ce qu'on peut faire, et là on va arriver à faire cette transition. Donc c'est quelque chose qui se construit en fait vraiment par projet, on n'y va pas d'un coup, c'est-à-dire on bascule pas tout en IP tout de suite, mais on bascule, on va dire, avec une certaine douceur, une certaine lenteur, pour ne pas dire ça, pour passer de l'un à l'autre. C'est bien ça? Oui. Je dirais pas lenteur, ouais, parce que un projet, on doit prendre son temps dans le projet. Il faut pas être dans la rapidité. On sait déjà que ça va être une catastrophe. Ça va être de bien se poser et de comprendre aussi les autres. Parce que sans la DSI, sans l'IT, l'infra va pas aller très loin. Elle va surtout planter. Et si eux n'ont pas conscience aussi de les exigences qu'ont besoin les flux et autres, voilà, on va être... Il faut intervenir rapidement en cas de panne et anticiper tous ces pannes qui peuvent arriver, faire des scénarios de panne pour voir quelles sont les actions à mettre en place en backup ou en serveur ou en solution de rechange. Christophe? Oui, je pense qu'il y a deux. Enfin, la manière dont je le vois un petit peu, c'est à double, en deux zooms, quoi. Si on voit de manière large, effectivement, là je te rejoins tout à fait. Au niveau de l'organisation, il faut penser en équipe. Il faut arriver à faire travailler des gens qui pas se détestent, mais du moins qui pensent chacun d'avoir la bonne manière. Moi, pour rigoler, souvent ce que je dis, c'est qu'en gros, il faut apprendre aux informaticiens ce que veut dire le mot maintenant, et il faut apprendre aux audiovisuels, enfin aux gens du broadcast audiovisuel et tout ça, la rigueur.
Parce qu'on vient de manière de travail. Moi, j'ai mon étiquette broadcast là depuis 30 et quelques années. Et du coup, je me rends compte qu'il me faut apprendre à la rigueur. Parce que je suis toujours dans le maintenant, parce qu'une émission, c'est là, c'est maintenant, il n'y a pas le temps d'attendre et tout ça. Et ça, c'est un petit peu au niveau global, effectivement, de travailler en équipe, apprendre à travailler chacun avec le domaine de l'autre. Et c'est pas facile, mais il faut le faire. Et c'est là où, effectivement, des gens qui, de manière externe, accompagnent les équipes sont, je pense, à peu près indispensable sur des grosses équipes. Et après, il y a le côté personnel. Il faut s'y mettre. Et ça peut sembler une espèce de... C'est une montagne, en fait, quand on vient du pur SDI ou de l'analogique YQV comme les plus anciens ont connu. C'est énorme, parce que tout est différent. Et effectivement, à un moment, il faut y aller. Il faut se tromper. Alors, il ne faut pas se tromper à l'antenne. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, c'est d'aller me former. Et puis de tester, d'avoir un petit kit, de tester des choses, de me tromper quand je configure un switch, de me retromper, de me retromper, de demander conseil à des gens qui savent mieux et ainsi de suite. Et puis se reformer après. Moi, je parle souvent de transition vers l'IP. C'est pas une bascule, ça va pas se faire. Ça a commencé il y a déjà presque une dizaine d'années et il y en a sans doute encore pour 10 ans. Donc oui, ça prend du temps. Ça se fait pas immédiatement, mais c'est encore une fois c'est inexorable et donc c'est à chacun. Et oui, il faut compter sur son organisation, qu'on soit chez un constructeur comme moi ou côté production, il faut compter sur son organisation, il faut la pousser, mais il faut aussi y aller et se dire que c'est comme ça, un point, c'est tout. Je trouve que la pire chose, ce serait de dire non, ça ne va pas arriver. Tout va bien, ça ne va pas arriver, je m'y intéresse pas. Moi qui viens du monde informatique, ça n'arrive jamais. Hein. Il n'y a jamais de problème. Jamais. Alors, je complète un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la simplicité. Alors oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a une transition à faire, c'est très clair. On n'est plus il y a 10 ans où en fait on commençait à imaginer effectivement les protocoles avec du SDI qui passait sur IP, avec des bandes passantes parfois féeriques, avec beaucoup de contraintes où on ne savait même pas qui était présent et que le NMOS était tellement balbutiant qu'on comprenait même pas où aller chercher le flux qu'il fallait récupérer. Là désormais, les protocoles permettent la simplicité, que ce soit en bande de base sur IP ou en ce qu'on appelle UTS over IP, donc beaucoup plus petit en termes de bande passante, ce qui est arrivé déjà bien avant. Donc les protocoles IP permettent de faire ça. Alors je ne dis pas quand on a 200 salles, je te laisserai expliquer comment ça se passe, mais sur des systèmes plus petits, que ce soit par exemple une régie ou autre, maintenant j'irais avec des systèmes de switch, tout se découvre assez facilement. J'irais même si on n'a pas de système d'auto-discovery, on peut tout à fait avec les adresses IP, avec une bonne feuille Excel, savoir où chercher quoi, et c'est quand même sérieusement compatible. Juste pour, je vais prendre aussi ma casquette de fabricant un instant, la plupart de nos équipements chez Harmonic ont maintenant la possibilité de récupérer quel que soit le type de flux, quel que soit le type de compression, quel que soit le type de GOP, de bitrate, etc. Tout un tas de choses diverses et variées, tout un tas de mots nouveaux à apprendre, j'en conviens, mais à partir du moment où on a l'adresse IP et le port, en général, ça se passe quand même super bien. Voilà. Je pense que, sur la partie technique, je pense que c'est une transition qui va se faire dans la durée. Comme disait Christophe, c'est sur une dizaine d'années, ça a débuté il y a 10 ans, ça va continuer pendant une dizaine d'années. Nous, les derniers projets, quand on regarde les projets de Tier 1, en fait, ce qu'on appelle les projets les plus ambitieux, avec les plus gros clients, ils se font tous en IP, malgré qu'il y a quand même du SDI qui est présent. Mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui est la dimension, je reviens sur la dimension humaine qui est très importante pour moi, parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les métiers sont différents, les compétences sont différentes, et aussi, ce qui est important, c'est que la manière de travailler va être différente, parce que les équipements vont être mutualisés. Jusqu'à présent, on construisait des régies de production, si je prends l'exemple des régies de production, qui étaient avec des équipements dédiés
pour des besoins dédiés. Mais là, aujourd'hui, en fait, ce que nous apporte l'IP avec la flexibilité de pouvoir réallouer les ressources nous impose une manière différente de réfléchir et de penser. Et ça, en fait, les équipes opérationnelles, les équipes de maintenance doivent le prendre en compte. Et je dirais, en fait, le plus gros effort que font face nos clients, finalement, c'est pas tellement la partie technique, parce que comme disaient mes collègues, c'est que la partie technique, en fait, aujourd'hui, on a des standards qui sont reconnus, c'est quelque chose qui sont techniquement très aboutis. Par contre, accompagner les opérateurs, accompagner les exploitants pour qu'ils puissent prendre en main le système est un effort qui est beaucoup plus important. Je dirais il y a plusieurs façons d'arriver à la même destination et puis c'est vraiment quelque chose de, je dirais, un peu plus personnel au niveau de la société. C'est quoi leur plan de transition, mais je dirais on pourrait catégoriser peut-être en deux groupes. Les gens qui font la migration vers le IP, c'est la première, c'est je dirais, ceux qui décident de garder une infrastructure locale en place pour différentes raisons, parce qu'elle est potentiellement relativement récente et ils ne veulent pas tout de suite la remplacer. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est plus de l'expansion vers le cloud. On utilise le cloud pour des trucs moins planifiés, pour les surplus, pour des trucs d'événements qui n'ont pas nécessairement la capacité avec l'infrastructure qui est en place dans leurs bureaux, dans leurs édifices pour faire la production de l'événement. Donc, ils vont utiliser le cloud vraiment d'un point de vue élastique. Donc, ça amène quand même son lot je dirais, d'expérience également, parce que oui, c'est IP, mais il y a également aussi la latence, être capable des challenges, d'être capable de contrôler à distance quelque chose qui n'est pas local, qu'on ne voit pas nécessairement directement. Donc, juste ça, d'un point de vue, je dirais, opérationnel, ça requiert une adaptation un peu. Donc ça, c'est une catégorie. L'autre catégorie, c'est souvent relié ce qu'on voit à ce que j'appelle un événement, c'est-à-dire un déménagement, une fusion, une acquisition, une coupure de coût, peu importe. Et puis, il y a une réorganisation, il y a un déménagement, et puis bon, tandis que la société veut se repartir sur souvent de nouvelles infrastructures, ben, le choix est assez simple. Les conséquences sont importantes, mais le choix est assez facile. Utiliser une technologie IP, et ensuite, là, ça devient une question de formation, d'être capable de vraiment bien maîtriser, parce que oui, les technologies sont à point, mais c'est plus la question de, je dirais, le troubleshooting. Quand il arrive un problème, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, facile à détecter rapidement. C'est pas comme si on enlevait un câble. Là, c'est quand c'est dématérialisé. Et puis c'est du RJ45 ou de la fibre, c'est un autre niveau de complexité, c'est une autre façon de penser au moment de faire le troubleshooting. Donc c'est ce genre d'éducation-là aussi qui est souvent très requis. Là. Alors moi ça me fait penser aussi un petit peu à la période Covid qu'on a vécue, mais aussi la période IA, cloud, etc., qui pousse quand même très fortement chez les uns et les autres à utiliser l'IP. Donc est-ce que c'est pas aussi cette course derrière cette technologie qui va nous forcer à passer à l'IP, peut-être d'une façon plus accélérée? Qui veut prendre la parole? Effectivement, il y a les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a au-delà même du cloud et tout ça, c'est le soft. En gros, on voit que, alors à des vitesses différentes suivant les fabricants et tout ça, mais on va vers un monde que on peut imaginer dans X années. Alors là, je me garderai bien de donner une date, un chiffre à X, mais dans X années, on aura en gros des apps, des applications en soft qui vont tourner, qui vont échanger. Quelle technologie? Honnêtement, je sais pas. On entend parler de pas mal de techno en ce moment, mais bien malin celui qui connaîtrait ça. Et donc, la vision du futur lointain, je trouve qu'elle est assez facile. Il y aura que du soft et tout sera échangé via des réseaux. Donc, c'est pas, faut pas être un grand devin pour le dire. La grosse question, c'est un peu quand et surtout comment. Comment on va aller là et comment on peut le faire petit à petit. C'est ça qui est le plus complexe
et pour nous les fabricants et pour les gens qui doivent intégrer et utiliser, c'est comment on peut, en sachant que une chaîne de télé ça s'arrête jamais, donc en gros oui, on va arrêter un studio et tout ça, mais il n'est pas question d'arrêter pendant les 5 prochaines années, on ne diffuse plus rien et ça me permettra de tranquillement tout resetter. On a quelques projets effectivement où les gens font des déménagements entiers et là ça facilite, c'est cher. Et alors ça a le bon côté d'être plus facile, ça a le mauvais côté entre guillemets, c'est que on va avoir ça va devenir des choses très datées. C'est-à-dire que oui, ça va être extrêmement moderne au moment de la mise en service, mais le danger en faisant ça, ce serait de dire ok, je suis peinard pour 10 ans. Non. Il est peinard pour 10 jours, maxi. Parce que ça va changer, les besoins vont changer, les besoins des productions vont changer, et puis la techno va changer, et puis il va y avoir des nouveaux formats, et ainsi de suite. Et en parlant de ça, c'est une des choses aussi qu'amène l'IP, c'est la possibilité de changer plus facilement. De s'adapter, et effectivement, si on pense à un monde pure soft, à ce moment-là, on pourra plus facilement implémenter une nouvelle émission parce que j'ai un créatif qui a une super idée de faire tel ou tel truc, et parce que j'ai une infrastructure soft et IP, on pourra l'implémenter plus facilement en tant que fabricant, que ce soit broadcaster ou producteur. Oui, enfin, moi je voudrais compléter un peu tout cela, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on regarde, nos moyens de consommation des médias a changé, c'est-à-dire qu'on est dans un monde beaucoup plus rapide, et en fait, nos clients, les broadcasters eux-mêmes, doivent être beaucoup plus flexibles. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand ils construisent une infrastructure, ils la construisent dans l'idée de pouvoir s'adapter à des besoins futurs qu'ils ne connaissent pas dès aujourd'hui. C'est vraiment le point clé qu'aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui nos clients sont challengés par des entrants tels que Netflix et entre autres, ou YouTube, tous ces acteurs-là. Et aujourd'hui en fait les formats de contenu qu'ils produisent, on les connaît, ceux d'aujourd'hui, mais ceux dans 5 ans, on ne les connaît pas du tout. Et en fait, l'IP, ce qui nous apporte aujourd'hui, l'IP ou même les softs, c'est permet d'avoir une infrastructure qui soit reconfigurable, évolutive à travers le temps. C'est que là, ce que nous apporte pas le SDI en fait, on est limité aujourd'hui finalement à la 4K. Demain, avec l'IP, on peut avoir des formats différents, des aspects ratio différents, enfin beaucoup de choses qui est beaucoup plus flexible. Et c'est vraiment un des enjeux de nos clients finalement, c'est que faire un investissement qui soit pérenne et qui soit évolutif dans le futur. Parce qu'en fait, ce qui est aussi important, c'est que traditionnellement, jusqu'à présent, quand on faisait un investissement dans un infrastructure broadcast, si on prévoyait quelle serait l'évolution de notre infrastructure pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'on surinvestissait généralement dès le départ. Et là, en fait, avec l'IP, on peut faire un investissement beaucoup plus phasé, qui permet en fait de coller beaucoup mieux aux besoins à l'instant T. Alors, je rebondirai effectivement sur la partie logicielle, très clairement. C'est ce qui permet de travailler en IP beaucoup plus simplement. Le fait que ce soit que du soft permet des évolutions super rapides. On a même des clients aux États-Unis qui sont partis avec un type de logiciel, avec un type de constructeur. Finalement, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils ont tout simplement désinstallé, oui, bizarrement, désinstallé le soft. Je ne citerai personne, et ils ont réinstallé les outils d'Harmonic sur le même hardware, sur le même stockage, et ils viennent de partir en air avec les mêmes choses. Et effectivement, le même infraréseau, parce que tout était effectivement prévu pour que ce soit en IP, en entrée et en sortie. Donc là, l'interop est super importante, et oui, grâce à la partie logicielle. Alors, je mettrai une petite nuance quand même, le futur pour moi, sur la partie distribution est quand même super clair. Que ce soit du HLS, du Dash ou autre, on a quand même une liste de formats qui sont sérieusement future-proof et qui permettent justement, qui sont très évolutifs, mais qui permettent quand même de savoir où on va. Donc on a cette possibilité-là. Par contre, dans les finesses de savoir quel type de résolution, quel type de format, quel type de codec, on sait que ça évolue, mais il y a une conséquence sur la quantité de CPU utilisée, sans vouloir rentrer trop dans les problématiques techniques. On avait autrefois à compter le nombre de BNC, maintenant il faut compter le nombre de CPU. Et typiquement,
l'utilisation de formats compressés permet de réduire l'utilisation de ça et donc moindre coût en production. Je dirais la prédominance, la prédominance de l'aspect logiciel avec les nouveaux médias broadcast permet d'avoir une harmonisation également de l'expérience entre le cloud et puis ce qui se passe localement. Donc, ça a des bénéfices d'un point de vue, encore une fois, efficacité, comme le point que je mentionnais un peu plus tôt, où on n'a pas formé des opérateurs pour des différents systèmes. C'est la même expérience, c'est les mêmes contrôles. Donc, déjà, ça l'aide beaucoup pour être capable de faciliter une transition vers une application IP. Et puis, comme mentionné par mes collègues ici, la reconfiguration, on voit dans des mobiles de production, les camps de production où ils sont pendant 2 jours à un événement et puis l'orchestration reconfigure les équipements et puis ensuite ils vont à un autre événement, un autre stade et puis c'est reconfiguré selon les préférences du client à la toute fin. Donc, ça permet une flexibilité d'être capable de se retourner et puis de reconfigurer, de réagir beaucoup plus rapidement que si ça nécessitait du câblage. Et non seulement ça, mais le changement de câblage souvent est associé à des erreurs de manipulation et puis ces erreurs-là doivent être ensuite diagnostiquées à savoir pourquoi des trucs fonctionnent pas comme prévu. Alors que quand c'est plus automatisé, des routines, de l'orchestration, ça minimise. Je dirais pas que c'est complètement à l'abri des erreurs humaines et des trucs comme ça, mais c'est beaucoup moindre définitivement. Je voudrais juste rebondir sur la partie reconfiguration. C'est vrai que c'est un aspect qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec les infrastructures qui sont hybrides, cloud et on-prem, on s'aperçoit que configurer et unifier la configuration des équipements on-prem et hybrides était devenu un enjeu très majeur. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les différents vendeurs ont leur propre API de configuration, leur propre méthode de configurer leurs équipements. Et aujourd'hui, je pense que la prochaine étape dans notre industrie, c'est de pouvoir bénéficier d'un outil de contrôle ou de configuration unifié, multi-vendeur, qui va pouvoir en fait simplifier les workflows de configuration entre les différents vendeurs. C'est aussi notamment ce que pousse le SMPTE, notamment avec l'initiative Catena. Donc c'est quelque chose en fait sur laquelle Rose travaille énormément et effectivement pour nous c'est un des enjeux du futur. Ouais, alors là, je vais bien rebondir sur ce que tu dis. C'est la partie supervision. Ça, c'est quelque chose qui peut permettre déjà de faire de la modularité ou de pouvoir changer de setup à tout moment. Mais c'est aussi de pouvoir faire de la maintenance préventive et prédictive ou d'intervenir à distance sans être obligé de déployer une équipe sur le terrain. Et donc, d'avoir une perte de qualité ou de service. Si on peut intervenir à distance, c'est aussi ça l'un des enjeux. Et le deuxième chose dont je voulais parler, c'était le côté futur. Un projet, on le pense aujourd'hui. On dit on va déployer dans 4 ans. Déjà, on est déjà à la ramasse sur sur les protocoles et sur tout ça. Il faut penser le projet sur 15 ans. Parce qu'il va falloir, dans 10 ans, 15 ans, les usages du bâtiment ou de la chaîne ou du client vont changer, vont évoluer. Et si on pense uniquement, moi je reviens toujours sur le côté audiovisuel, IT et bâtiment, il faut aussi concevoir le bâtiment ou le rénover pour qu'il puisse accueillir toute cette infra. Parce que bon, s'il faut tout refaire dans 15 ans, alors qu'on a déjà tout fait pour l'IT, mais on doit tout recasser pour recommencer, au final, on vient de perdre 10 ans. Quoi. Et de l'argent. Et on est moins concurrentiel par rapport aux autres médias ou aux autres chaînes. Quoi. Alors, question, pour moi, comment je passe aujourd'hui d'une solution à l'ancienne à une solution qui va être optimisée, entre guillemets, pour les 10-15 ans Enfin, optimisée, entre guillemets, hein. Comment j'y vais là-dedans sur une petite structure avec 4 postes, ok, pas de souci. Mais sur une grosse configuration, en pratique, comment je vais passer de l'un à l'autre? Je pense que
je dirais qu'il y a 2 cas de figure finalement. Le cas de figure, on a un nouveau bâtiment, nouvel investisseur, et on casse tout. On a un nouveau bâtiment, c'est très simple, on fait tout en IP, avec des timelines, enfin des liaisons entre l'ancien et le nouveau bâtiment. C'est ce que fait la RTBF. Par exemple, notamment, ou encore d'autres clients en Allemagne. Après, il y a des clients, on va prendre l'exemple de TF1 ou France Télévisions, qui font une migration plus phasée. C'est-à-dire que l'idée, c'est souvent, on construit un cœur IP, un backbone IP, qui va pouvoir gérer les échanges entre les différentes zones de broadcast, c'est-à-dire en fait on va partager la partie trafic, la partie ingest, la partie live production, playout, qui peuvent rester en SDI dans un premier temps, mais c'est qui permet en fait d'avoir un phasage de l'investissement et un phasage de la migration vers l'IP. Maintenant avec les gateways, on arrive à faire cohabiter les deux mondes assez facilement, et même avec les orchestrateurs qui permettent de contrôler les équipements, mixer de l'IP et du SDI n'est pas un problème. Finalement, c'est planifier l'investissement. Je reviendrai sur la partie réseau qui est assez important, c'est que aujourd'hui, ce qui est très important, en tout cas le retour d'expérience qu'on a de nos clients, c'est de ne pas sous-estimer la taille du réseau. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on voit trop petit, où on n'a pas imaginé les besoins futurs. Et le jour où on arrive à un moment où ça devient trop petit, là on est obligé de tout casser. Enfin, comme disait Samir, là il faut tout casser, il faut tout recommencer. C'est déjà arrivé à certains de nos clients parce que aujourd'hui un backbone 400 Go, c'est pas beaucoup plus cher que 100 Go. Par contre, se dire dès le départ je vais investir sur 400 Go, c'est peut-être pas forcément pertinent dès le départ, mais pour la pérennité de l'investissement, c'est très important de le prévoir. Moi, je vais refaire une petite note sur l'humain, en fait. Et peut-être qu'effectivement, la toute première chose à faire, c'est de former les équipes. Et qu'on soit 1 ou 10 000, en gros, il faut former les équipes et il faut le faire le plus en amont possible. Alors oui, c'est facile à dire, effectivement. Et encore une fois, on ne peut pas dire d'un seul coup, tiens, on arrête de produire pendant un an, on envoie tout le monde à l'école pendant un an. Ça marcherait très bien, hein. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais il faut le faire en phasant. Il faut sans doute, si on a des grosses équipes, avoir une première, le faire par groupe de gens, avoir des gens peut-être un petit peu plus volontaires et les mettre en avant d'abord, et en espérant qu'ils vont entraîner les autres dans la migration techno et tout ça. Moi, ça me fait penser, en fait, avant de venir, je réfléchissais avec quoi on pourrait comparer dans le passé. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est évidemment le passage analogique vers SDI. Mais en fait, je pense que c'est pas la bonne comparaison. La bonne comparaison, ce sera beaucoup plus en post-prod, le passage du linéaire au non linéaire. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, la techno, elle a tout changé. Et quand on regarde comment ça s'est fait, les humains, les monteurs, moi j'étais monteur truckiste à l'époque, et effectivement, il y a des gens qui ont disparu du marché. Ceux qui ne savaient bosser que sur des BVE 9000 et qui n'ont pas vu que Mediasan a vide d'arriver en 2-3 ans. Pendant un moment donné, ils étaient très bien parce qu'ils étaient les rois du pétrole, et puis à un moment donné, il n'y a plus de salles classiques, et la techno a été de la même manière, c'est-à-dire qu'on est passé sur du soft. Les workflows ont complètement changé. Entre arriver avec un tas de cassettes et puis arriver avec une petite carte, ça a complètement changé. La dématérialisation, évidemment, mais ça a mis 10 ans. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, et les salles ont changé une après l'autre, les gens ont appris une après l'autre, on a formé les gens un après l'autre, les monteurs évidemment qui étaient en première ligne, mais aussi tous les gens qui faisaient l'infra derrière, et tout ça. Et je pense que c'est intéressant si on veut réfléchir un petit peu à comment faire, c'est voir comment cette transition s'est faite dans le passé. Et il y a 2-3 erreurs qui ont été faites qu'il faut éviter de refaire. La première version du MXF qui était absolument incompatible. Donc ça, typiquement, c'est un peu ce qu'il ne faut pas refaire, et que le 2110 a
assez bien évité, pas parfaitement, mais je trouve que on n'a pas refait dans le 2110, que je dis c'est pas moi, le SMPTE n'a pas refait dans le 2110 l'espèce d'immense ouverture qu'avait le MXF qui fait que tout le monde était parfaitement compatible avec la définition du MXF, mais impossible de faire passer un fichier d'une machine à l'autre. Ça s'est mis à marcher quand on a fait les profils MXF. Voilà, c'est typiquement ce qu'il faut éviter là. Et ça fait un tout petit lien avec l'IPMX qui, à mon avis, est une des solutions pour éviter ça. Je voudrais juste compléter par un retour d'expérience et compléter ce que tu dis là. Chez Globo, c'est au Brésil, et ils sont passés de serveurs et de régie complètement en SDI avec... c'était pas non plus autant de la BVE, mais quand même, on va dire c'était des serveurs vidéo, à des solutions complètement logicielles sur des infras, on va dire type cloud, mais on-site, on-prem. Et effectivement, ce qu'ils ont fait, ils ont mis quand même 2 ans, avec l'aide de Google qui les a formés à ces technologies-là, et ils ont pris 3 personnes qui connaissaient déjà et la partie réseau et la partie compression. Donc ils ont, on va dire, insufflé quelque part dans les équipes des ressources nouvelles, et ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'avec ces personnes-là, ça leur a permis, comme ils étaient 3 arrivés tout neufs, de pouvoir, y compris discuter IT, discuter vidéo, discuter compression, et tout ce mélange-là a fait quand même en 2 ans, j'en conviens, c'est long, et maintenant la diff est complètement passée sur de l'IP en entrée et en sortie. Il n'y a pas de 2110, c'est du compressé en entrée, du compressé en sortie. Donc c'est effectivement un exemple assez fort, comme quoi les ressources humaines, il ne faut pas les négliger. Juste pour info, ils avaient imaginé qu'en 6 mois tout était honnête, hein, juste réaliste. Même si on leur a expliqué que c'était un petit peu plus long que ça, c'est pas très grave. Le temps a fait que toutes ces équipes-là sont passées. Juste une petite chose, quand on parle d'IP, on parle de transport. Mais par contre, à l'intérieur de l'IP, qu'est-ce qui passe? Si effectivement on parle de 2110 et de non compressé, on est quand même sur des débits sacrément balèzes, alors que de plus en plus ce qu'on voit, c'est qu'on réduit énormément sur des réseaux. On pourra parler de SRT ou autre, je pense que c'est des choses que mon voisin de gauche pourra parler. En l'occurrence, les protocoles de point à point sont maintenant super carrés et super connus, reconnus et assez clairs. Ils sont sécurisés, et surtout on passe sur de la compression type AVC ou HVC qui nous permettent de descendre assez bas. Et je dirais que ce soit Canal+, ou que ce soit une chaîne locale, mais mes amis suisses sont passés aussi en IP, en diffusion sur IP directement, depuis les serveurs de diff. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout un tas de tapes et de bons en SDI compressé, recompressé avec l'ajout de logos, etc., non, la sortie de la diffusion est directement au format quasiment IPTV que le client final va récupérer. Donc on a énormément d'optimisation de qualité et aussi énormément moins de panne. Donc imaginez à la fois passer sur IP, effectivement sur des protocoles type 2110, et derrière sur des protocoles de transport, je vais appeler ça comme ça, en AVC, c'est sacrément intéressant, y compris sur le niveau financier. Je crois que la question c'était comment on opère la transition. La réponse est simple, c'est en équipe. Bon, évidemment, l'exécution c'est autre chose. Ça doit absolument être considéré comme étant une initiative d'équipe, contrairement potentiellement à d'autres initiatives où des fois, on peut voir où ça démarre en îlot, dans un coin, quelques individus. Ensuite, ça fait son petit bout de chemin. Je dirais comme ça se propage là, à l'intérieur de la société. La transition IP peut se faire de différentes façons, mais globalement, pour que ça réussisse bien, que ça soit fait dans ce que j'appelle les règles de l'art, il faut que ça soit vraiment fait en équipe globalement et mandaté ou presque. Il faut qu'il y ait l'acceptabilité à très, très haut niveau dans la société pour être capable d'aller chercher les intervenants des différents groupes, que ce soit les opérations, la gestion de l'infrastructure, le département de sécurité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une fois la transition sur IP, il y a une potentielle vulnérabilité qui pourrait se manifester. Il faut que les gens soient bien formés, ils comprennent les risques, ils acceptent les risques et ils acceptent de travailler en équipe avec les autres groupes. Donc, c'est vraiment bien planifié, mais ça, dès le départ, inclure
tous les gens dans la société, parce que c'est la raison d'être, c'est la mission de la société de créer du contenu. Donc, il faut éviter qu'il y ait des temps morts, ce genre de trucs-là. Donc, il faut dès le départ impliquer tous les départements, s'assurer qu'ils sont embarqués dans l'aventure et puis que ça soit bien budgété, bien planifié. Bon, on est tous d'accord sur le volet humain. Ça, je crois qu'on est OK. C'est vrai que rénover un bâtiment, le construire, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça fait déjà des décennies que c'est fait. Ce qu'on oublie souvent, c'est de continuer à maintenir son ancienne infrastructure en se disant OK, moi dans 4 ans, 5 ans, on va avoir une nouvelle infrastructure, donc on oublie ou on délaisse humainement ou financièrement le maintien de l'ancienne production, alors que c'est une erreur. Il faut le faire en silo. Il faut vraiment y aller étape par étape. Et une chose qui est importante aussi, vraiment côté équipe, c'est si une des équipes en interne, qu'elle soit DSI, voilà, elle a un doute, il vaut mieux attendre. Il faut vraiment que tout le monde dans les équipes soit vraiment à fond, formé pour passer à cette transition. Parce que si on fait cette transition et qu'il y a la moitié de l'équipe qui n'est pas au fait, qui n'est pas formée, ça va aller droit à la catastrophe. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'époque de l'informatique, et quand l'informatique rajoutait des réseaux dessus, il y avait aussi beaucoup de méfiance. Et puis finalement, c'est les utilisateurs qui s'en sont appropriés, partiellement d'abord, et ensuite ils sont tous venus là-dedans en découvrant les jeux en ligne, entre autres dans les bureaux, enfin bref. Alors il y a quand même une chose, tout à l'heure vous disiez que la bande passante, il vaut mieux l'augmenter, enfin la monter, plutôt que d'être trop juste. Moi ça me fait aussi penser à quand les utilisateurs découvrent des fonctionnalités dans les divers équipements qu'on peut brancher, ils en inventent d'autres usages, donc d'autres consommations, que ce soit électrique, que ce soit consommation de bande passante. Donc pour moi, il vaut mieux être vraiment au-dessus en termes de bande passante que trop bas ou trop juste, parce que c'est vraiment casse-pipe. Alors il y a une question qui me paraît importante aussi, notamment parce que j'ai fait beaucoup de remote production. L'avantage de l'IP, quelque part, on peut faire un vrai contrôle à distance. Oui, alors moi, je vais parler de mon expérience plus personnelle, professionnelle. C'était à l'époque où c'était Médecins sans frontières qui a rénové donc son siège social, qui avant avait 5 bâtiments. Ils ont tout réuni au même endroit. Donc Médecins sans frontières, c'est 20 000 personnes qui travaillent dans le monde entier. Donc il faut aussi connecter toutes ces personnes pour qu'au quotidien elles puissent communiquer. Et donc le siège social a été conçu aussi tout en IP, pour que justement on puisse faciliter les interventions. Et surtout que la DSI, elle était très impliquée, c'est que donc le Covid est arrivé. Et c'est le genre de mission qui est prioritaire pour Médecins sans frontières. Ce qui a été possible de faire, c'était de prendre la main sur l'ensemble de l'infrastructure et de tout contrôler. Moi personnellement, j'habitais à Nantes, donc du coup on a pu contrôler que ce soit les salles de réunion, les salles de conférence, tout à distance depuis Nantes. Donc c'est là où je me suis rendu compte que la DSI avait fait un truc, ils avaient écouté. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut aussi penser, pouvoir prendre la main à distance, alors que ça soit prendre la main traditionnellement, ou effectivement faire de la remote production. Alors que ce soit à petite échelle ou grande échelle pour du broadcast, mais c'est un usage futur. Question pour les industriels, du coup. Vous êtes tous prêts pour ça aujourd'hui? Pour la remote production? Pour la production sur IP et la remote production peut-être? Alors, enfin, de la remote production, c'est une réalité aujourd'hui. Enfin, même chez Ross, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que en France ou à l'étranger, c'est que les broadcasters n'ont pas vocation à hoster un data center chez eux. C'est aujourd'hui, en fait, avoir ses propres infrastructures dans son bâtiment, ça prend des mètres carrés. On n'est pas forcément optimisé en termes de coûts et de structure par rapport à un data center, que ce soit
soit Amazon, TH2 ou tous ces acteurs qui, pour eux, c'est leur métier finalement. Et maintenant, on voit de plus en plus de déploiements qui sont faits dans un mode data center, c'est-à-dire que les équipements sont physiquement installés dans des data centers public, pardon, excusez-moi. L'exemple, ça peut être TH2, ça peut être tous les data centers qui sont à Paris ou ailleurs, et que finalement le contrôle se fait depuis les régies de production. Je vais prendre l'exemple d'Eurosport. Eurosport, les infrastructures sont situées à Londres et à Hilversum, et ils sont pilotés depuis leur bureau, notamment à Paris. Et ça, c'est une réalité. Côté Ross, en fait, finalement, nous, ce qu'on démontre avec nos produits, c'est de pouvoir héberger les équipements dans un data center dans un pays, en fait, finalement, et puis les opérer, avoir un pool de ressources partageable, reconfigurable, et qui peut être opéré selon les besoins au niveau des différents lieux de production. Tout ça pour, encore une fois, optimiser les coûts. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la réalité des choses, c'est que quand je prends un match de foot ou un événement sportif en live, finalement, c'est 90 minutes et l'asset, l'équipement est immobilisé pendant une journée minimum, voire deux, selon les cas de transport. Là, finalement, ce qu'on peut faire avec la remote production, c'est pouvoir réutiliser l'équipement plusieurs fois dans la journée. Ce qui permet d'avoir un meilleur ROI et avoir un meilleur taux d'utilisation. Et au niveau décarbonation J'ai été sûr, t'allais me... Oui, la réutilisation, la mutualisation des équipements, oui, c'est le premier réflexe qu'on doit avoir. Un des réflexes qu'il y a souvent aussi, c'est de dire, ok, dans 5 ans, 10 ans, la techno, ça va être ça, donc on surdimensionne l'achat des équipements. Parce que quand on dit il faut, entre guillemets, surdimensionner son infra, c'est pas surdimensionner et acheter tous les équipements qu'il faut, c'est aussi les adapter déjà à son besoin actuel, mais que l'infra, que ce soit les salles serveurs, les locaux techniques, puissent accueillir demain les nouveaux besoins. Après, comme tu disais, il y a les serveurs à distance, les salles serveurs et autres. Donc, voilà, c'est quel est le besoin. Et tout ne passe pas uniquement par les fabricants. Hein, l'effort, ils en font, mais c'est aussi du côté conception. Hein, que ce soit en termes de locaux techniques, de climatisation, et aussi de formation sur comment ne pas tout allumer en permanence. Voilà, optimiser. Surtout que, en plus, laisser allumer en permanence, en broadcast, c'est un peu parfois obligé. Ça abîme aussi les équipements. C'est-à-dire que le switch, lui, il va encaisser du flux en permanence. Donc, du coup, il va aussi s'abîmer. Donc, il y a aussi une maintenance à suivre dans des endroits où on n'est pas habitué à aller. On se dit, on répare sa caméra, sa console, etc. Mais il faut pas oublier le nœud. Parce que lui, s'il tombe, il tombe. Je veux dire. Bon. Donc voilà, il y a une maintenance à penser aussi. On parlait de décarbonation. Pardon. Il y a aussi il y a l'aspect, évidemment, consommation et tout, mais il y a aussi le déplacement. Je crois qu'on peut peut-être inclure dans l'équation également. Il y a un exemple public là, où Riot Games, qui produit des événements e-sports à l'international, ils envoyaient des dizaines et des dizaines de personnes du personnel en Allemagne. Eux sont basés... la maison mère est en Chine, mais eux, la production est basée à Los Angeles. Et puis, s'il y avait un tournoi ici en France, en Allemagne, au Brésil, en Corée, et puis ils déplaçaient les équipes comme ça. Et puis, ils devaient se déplacer pendant une semaine pour un tournoi qui durait pendant le week-end. Donc, c'est beaucoup d'individus à déplacer, l'hôtel, l'hébergement, les repas et tout, alors que maintenant, ils envoient une dizaine de personnes maximum pendant à peine 3 ou 4 jours. Et puis, le fait que ça soit plus efficace, que ça soit vraiment préconfigurable et assez facilement réorchestré, et avec la remote production, permet de vraiment tout centraliser. Et puis les gens sont même plus, surtout pendant la COVID, il y a quelques années, les gens sont même plus au bureau, peuvent le faire de la maison. Donc ça amène un volet aussi flexibilité, encore une fois efficacité, où peut-être l'expert qui a la
les connaissances pour un truc bien pointu, n'est pas sur place, n'est pas disponible, est peut-être en déplacement, il peut être en vacances, peu importe, il est quand même rejoignable, il peut contribuer potentiellement parce qu'il n'est pas complètement aveugle, parce qu'il peut avoir accès aux équipements à distance également. Donc, il y a un volet vraiment aussi très intéressant d'un point de vue, encore une fois, l'efficacité, être capable de minimiser les downtime d'opération. Oui, oui, chez Harmonic, effectivement, tout est disponible à distance, même si c'est pas de la production, c'est plutôt de la diffusion. Mais alors, autant sur des grosses infrastructures, oui, parce que elles sont hébergées de plus en plus dans le cloud ou dans des data centers privés ou publics, qu'importe. Mais par contre, de là à aller jusqu'au bout type Covid où les gens restent chez eux et opèrent une régie de diff à distance, ça par contre, je l'ai pas vu encore. Les infras, même si elles sont distantes, ils restent la plupart du temps. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête où un client aurait mis carrément sa régie de diff dans le cloud ou je ne sais trop où à distance et qu'il n'y ait personne dans une MCR, dans une régie centralisée. Pour l'instant, il y a toujours quelqu'un qui est là au cas où, qui est à côté, on va dire, des écrans pour vérifier ce qui se passe en local. Mais on peut brancher enfin... Moi, j'ai déjà fait ce genre de fonction dans une petite chaîne locale du côté de La Rochelle, à partir de chez moi. Bien sûr. Bon, ça fonctionne Mais c'est très possible. C'est possible. Après, si effectivement le système est lui-même connecté au réseau Internet avec toute la sécurité qui va avec, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, je parlais de Globo. Alors, j'ai pas mon PC avec moi, mais je me connecte sans aucun problème sur leur régie diff depuis ici. C'est pas un souci. Sauf que ça ne se fait pas. Mais c'est possible. Ça, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'en vois une là-bas. Monsieur. Donc Pierre, Radio France. Pour faire passer la pilule, nous on a passé à l'IP depuis 2020 aujourd'hui. Donc là on a fini notre migration complète en juillet 2025. Le legacy on a plus, on est full IP. Et ce qui a vraiment aidé, vous parlez de formation, accompagner les équipes, etc. Chez nous c'est d'avoir une plateforme de test. Une plateforme qui ne fait que ça. Qui a vraiment à l'égal de ce qu'il y a sur la prod pour pouvoir vraiment que les gens puissent se faire vraiment les dents dessus, quoi. Et qu'on risque pas de casser pour enlever justement ce côté mystique que peut avoir entre guillemets l'IP pour des gens qui viennent du podcast, comme moi par exemple. Je suis pas ingénieur réseau, mais aujourd'hui moi qui m'occupe de toute l'infra 2110 de Radio France. Et vraiment l'accompagnement des équipes et d'avoir une plateforme de test dans son... Alors ça coûte un certain prix, on est tout à fait d'accord, parce que acheter des cœurs, acheter des cœurs de réseau, des livres, des équipements, d'avoir des trucs en double, pour ne serait-ce que tester aussi tous les firmware, parce que les fabricants, ils mettent à jour leurs équipements, mais bon, des fois il y a des bugs. Et ça, le problème c'est que quand on commence à mettre à jour ta flotte sur la prod et puis qu'on se rend compte qu'au bout de 2 mois, ça pète, on est un peu pas bien. Mais vraiment cette plateforme de qualif chez nous, elle a vraiment fait passer la pilule, la transition au tout IP. Voilà. C'est juste comme ça, pour rebondir dans votre sens. Je ne peux que vous remercier de cette très belle initiative. Merci. Effectivement, c'est un conseil très très bon à faire. C'est un réflexe d'informaticien au final. Voilà, on teste, on fait une pré-prod et oui, c'est un bon réflexe à avoir, c'est un coût, mais ça évite si on se trompe en live ou autre, c'est complexe. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter que financièrement, on va avoir une partie en interne. Il y a aussi là, par exemple pour les JO, l'interconnexion de notre site à la Maison de la Radio et d'un site externe à la Villette, on n'est pas passé par un intégrateur à un opérateur. On s'est dit, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir étendre notre réseau 2110 à l'extérieur de la Maison de la Radio? On s'est dit, on a une plateforme de qualif, on va rajouter des switches, on va faire du NAT, du machin, et on va tester. Et on a pris le temps, on a mis quand même 1 an à tester ça avant de se dire, ok, les JO, on est prêts et on y va comme ça. Mais voilà, ça fait vraiment passer la pilule. C'est une sorte de bac à sable, en quelque sorte. Exactement. C'est ça, hein? Mais c'est vraiment l'identique de la prod. C'est-à-dire que pareil, j'ai Cisco qui sort une nouvelle version de XOS. Je la passe d'abord sur la qualif. Je requalifie tout. Les cahiers de qualif, cahiers de test, etc. Ça prend du temps. Et au final, c'est l'apprentissage de la rigueur par les broadcasters. mais quand tout à l'heure je disais ma petite histoire perso, je change un truc dans le switch, ça marche pas. Évidemment,
ça doit être hors antenne, sinon c'est impossible. Et du coup, le problème de ça, enfin les switches, c'est un des cœurs du problème. Et ce que moi je vois beaucoup, c'est que les gens n'osent pas y toucher. Et parce que c'est à l'antenne et parce qu'on peut, enfin c'est à l'antenne, c'est dans un workflow quelque part, et c'est le fait d'avoir quelque chose de complètement séparé qui fait que j'ai pas peur, j'essaye, bon, ça n'a pas marché, j'essaye de comprendre pourquoi, ainsi de suite. Mais moi je vois beaucoup ça, effectivement, alors que c'est le cœur du système, que tout le monde, enfin, que c'est ce qu'on voudrait être le mieux maîtrisé par les équipes, du coup, bizarrement, c'est là où on n'ose pas toucher, enfin bizarrement, c'est là où la connaissance, elle est parfois la moins bien partagée. Je pense que c'est pas documenté ou cartographié. Voilà. Il n'y a pas un endroit où on va retrouver les ressources. Ok, tout a été câblé de cette façon, programmé de cette façon, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là à débrancher un RJ45 pour le remettre ailleurs comme on pouvait faire avant. On sait très bien que dans le service informatique, la documentation, ça n'existe pas. D'expérience, hein? Oui. Monsieur. J'avoue que on est la petite télé suisse, comme on disait tout à l'heure. En fait, moi j'arrive pas à voir l'intérêt pour les petits. Pas pour les gros. Les gros, je vois l'intérêt, je vois complètement l'intérêt. Les gros, ça doit donner beaucoup de signaux à beaucoup de gens, simultanément, un peu partout dans le monde, il y a des gens qui habitent, machin. Et pour les petits, pour nous, qui faisons au final le journal le soir, qui ont un ou deux studios à produire, etc., c'est là où j'ai le plus de mal. Parce que par exemple, on a acheté Harmonic XOS. Au final, ça nous amène plus de soucis de gestion des délais de ces signaux qui ont du délai par nature, en fait, plutôt que dans notre workflow. Il a fallu adapter notre workflow plutôt au fabricant qui vient avec de l'IP parce que c'est le futur, plutôt que l'inverse, en fait, plutôt que le fabricant nous propose une solution qui nous intéresse dans l'IP. Et comment vous voyez le monde pour les petits, quoi, pour ceux qui ne peuvent pas ni changer, ni tester pendant 1 an et demi un truc en IP, ni où on est 6 à faire tourner une télévision, 6 techniciens à faire tourner une télévision, quoi. Alors moi j'ai peut-être un moyen de répondre, c'est qu'aujourd'hui en fait je parlais au tout début de mon intervention des différents types de projets, des différents types de clients, des tier 1, des tier 2 et ainsi de suite. C'est qu'en fait nous ce qu'on regarde c'est que les tier 1, en fait les projets IP c'est une réalité et tous les nouveaux projets sont en IP. Ce qu'on constate, excusez-moi, aujourd'hui c'est que les projets tier 2 certains restent en SDI et ça reste encore une réalité. C'est pour ça que je disais le SDI il va être encore présent pendant 10 années. Voire plus, mais c'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, c'est pas voir le monde IP, SDI bien séparé, c'est un monde hybride. C'est que vous allez avoir un monde en fait, dans lequel vous allez avoir l'IP. Alors IP au sens large, ça peut être pas forcément du 2110, ça peut être d'autres variantes de l'IP, ça peut être de l'IPMX, du NDI, du JPXS. Donc en fait aujourd'hui, la grande difficulté dans l'IP, c'est pas un protocole monolithique où on a une seule solution, un seul protocole qui est valable dans tous les cas de figure. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des clients qui font des projets en NDI, par exemple. C'est une possibilité. Et on a des clients, projets tier 2, même des nouveaux projets aujourd'hui, ils le font en SDI, même s'ils sont en UHD. Ils utilisent la 12G. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Encore une fois, moi je dirais que la technologie ne doit pas être un driver en fait, c'est dans le projet. La technologie est là pour aider à obtenir à arriver à un besoin, à répondre à un besoin. C'est répondons d'abord le besoin, identifier le besoin, et après la technologie est là pour aider, et pas forcément pour forcer. Jusqu'au bout de ma question, parce que dans le son, dans les métiers du son, le passage à l'IP, il s'est fait depuis un moment, il y a du dentelle, ils ont tout un tas de... C'est complètement intégré déjà, mais on n'enlèvera jamais l'analogique, le micro, il sera jamais branché en RJ45. Du coup, est-ce que on pourrait pas... Est-ce que vous, en tant que fabricant, est-ce que vous imaginez quand même un monde dans lequel on finit là où on est le son actuellement, c'est-à-dire avec de l'analogique, du vieux numérique et du IP? Je pense que ça sera IP. Enfin, in fine, comme disait Christophe. Et je pense ça vient. Hein.
parce que le futur, alors maintenant c'est X, quel est le nombre d'années qu'on va mettre derrière, il sera IP. Par contre, la transition où le monde SDI, SDI et IP, il va cohabiter pendant assez longtemps. Maintenant, cette durée-là, c'est cette durée-là qu'il faut qu'on n'arrive pas à dire aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça va être 10, 15, 20 j'en sais rien. Mais le fait de passer sur IP, on est plus ou moins rapide suivant. Effectivement, si c'est du 21.10, on est à quelques frames de délai. Si on est en TS, on peut se retrouver effectivement à beaucoup plus de frames de délai. Et toute cette problématique, typiquement, on a de plus en plus de problèmes comme ça à gérer, de synchronisation de flux, où la seule possibilité, c'est d'envoyer un timecode, un bon vieux VITC, qui va permettre aux équipements de resynchroniser les sources. Il n'y a pas trop le choix. Et effectivement, c'est pour ça qu'on voit aussi fleurir tout ce qui est CTE, qui permet, quel que soit l'endroit où ça passe, où le signal passe, d'avoir une information, une sorte de GPI accrochée à une image vidéo. Donc malheureusement, l'IP emmène des délais qui sont différents. Alors il y a la compression, il y a le nombre de hop, de sauts, de NAT, etc. Excusez-moi. Et c'est un peu la complexité qui arrive avec ça. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je dirais que, on parlait de SDI. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait une erreur de construire une régie en SDI aujourd'hui. Il y a des cas où ça se justifie tout à fait. Ce serait une erreur de se dire qu'elle est là pour toujours. Si dans la transition, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu cynique, mais de toute façon, ça vient. Notre industrie audiovisuelle est en train de rentrer dans l'industrie beaucoup plus grande de l'informatique, et c'est comme ça, un point c'est tout. Moi, si ça me plaît pas, ça n'a aucune importance. Là où je peux moi avoir une action, c'est de m'y préparer moi, si j'ai une entreprise, de préparer mon entreprise à ça, avec le timing qui est le bon, quitte à construire une bonne vieille régie SDI, si je pense qu'elle est là pour j'ai 3 ans, j'ai besoin de 3 ans, mes gars sont pas prêts, tout ça, ok, je le fais en SDI, mais en tant que personne et manager, si je suis manager, j'ai l'obligation d'être clair et de savoir que le marché y va, un point, c'est tout. Vous aurez du RJ45 sur un micro de toute façon. Oui, ça viendra. Un jour. Hein. Et les caméras, en fait, le seul truc analogique, c'est les photons qui rentrent, et à partir du capteur CMOS, c'est terminé, on n'est plus en analogique. Une dernière question. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume, je suis actuellement technicien vidéo et ancien ingénieur informatique. Moi j'ai plutôt des questions sur l'aspect cybersécurité, parce que du coup on parle de beaucoup de choses qu'on va de plus en plus connecter, donc moi je me considère comme un techno-pragmatique, à l'opposé du techno-solutionniste, qui cherche justement à connecter de plus en plus de choses. Si on revient 10 ans en arrière, sur la cyberattaque qu'a subi par exemple France Télé à l'époque c'était 2015, du coup il y a eu une attaque sur France 5 Monde qui a du coup coupé tous les flux liés à une cyberattaque. Alors je ne sais plus quel est l'État qui a été impliqué dans cette chose-là. La question est justement le fait que qu'est-ce que vous conseillez en fait globalement à tout le monde? Est-ce que vous conseillez du coup de faire la transition de toute leur infrastructure sur de l'IP, ou de conserver une partie encore, par exemple SDI, justement pour éviter si jamais il y a de la cyberattaque, sachant que ces derniers temps avec les guerres à droite à gauche, on a de plus en plus d'attaques. Ouais. La cyberguerre n'est pas là pour rien, quoi. Je voulais savoir si vous palaciez sur cette chose. Première réponse, ça va arriver. Maintenant ou après. Donc préparez-vous. Premièrement, on a effectivement, je ne sais pas exactement, 180 clients qui tournent actuellement sur des techno-cloud. Je pense que moins de 10 n'ont pas été attaqués. Voilà, c'est l'état actuel. La société Harmonic a 3 à 4 attaques par semaine. Voilà où on en est actuellement. Donc, quel que soit le type d'infrastructure, à un moment ou à un autre, ce sera attaqué. Je ne sais pas quand, je ne sais pas non plus combien d'années, mais
préparez-vous. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Double sécurité, double authentification. Ne pas mettre le DNS uniquement chez Amazon. On a vu ce que ça a fait il y a une semaine et demie. Doubler, tripler tous les systèmes. Avoir des systèmes de redondance, avoir des systèmes qui sont capables d'être isolés. C'est par exemple ce qu'a fait M6 avec double DNS. Ils peuvent se déconnecter, ils peuvent déconnecter la régie finale du reste de l'infra. Ils ont été aussi attaqués. C'est suite à ça, avec l'ANSSI, qu'ils ont défini cette architecture. Donc de plus en plus, oui, la sécurité, il faut l'imaginer dès le début. Là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est dès la conception. Ce n'est pas, c'est pas après. C'est pas après. Ça marchera pas. Vous n'y arriverez pas. Je laisse après. Ouais, c'est aussi mettre l'informatique dans le projet. Et c'est ça, c'est de le concevoir aussi dès le départ et d'avoir une feuille de route. C'est OK, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un switch qui tombe en panne, des trucs assez basiques, assez simples d'une infra. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quel est le protocole en cas de cyberattaque? Finalement, c'est ce qui se passe dans un service informatique. Ils sont censés dire OK, qu'est-ce qui se passe si on se fait attaquer? La vraie question, c'est plutôt quand. Mais voilà. Mais c'est bien qu'il y ait audiovisuel et IT dans la même fiche de poste. Moi, je dirais que le point, il est même beaucoup plus large. Là, je regardais le titre vidéo sur IP. On est beaucoup plus large que ça. C'est la société entière qui aujourd'hui est drivée par du soft, et notre petit marché audiovisuel est juste comme tous les marchés technologiques, que ce soit du contrôle aérien, des banques, tout le monde doit être hyper vigilant là-dessus. Et c'est là où effectivement on a juste peut-être une différence, c'est qu'on est en retard. On est en retard, on est doublement en retard, alors je me tais. Bon, je voudrais juste remercier mes 5 intervenants. Donc il y a Christophe Almeras qui a la jolie chemise en fleurs, enfin en couleur. Samir Bagui en pêche. Je sais pas. Qui est consultant spécialisé sur les transitions et notamment sur la décarbonation. Il y a Kontan Nguyen, excusez-moi, j'y arriverai peut-être. Rose Vidéo. Et puis Jean-Luc Liotto d'Harmonic. Merci beaucoup. Et enfin Ghislain Colette d'Avision qui va m'accompagner à la suivante, je crois. Oui. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à leur poser des questions, à les contacter, que ce soit sur les réseaux LinkedIn ou ailleurs.